Paris, Levallois-Perret, le siège de la DGSI. Un bâtiment gris et anonyme où travaillent 3000 agents qui protègent la France des menaces invisibles. Dans les couloirs sans fenêtres, des hommes et des femmes analysent des milliers de données chaque jour. Surveillent des suspects, infiltrent des réseaux et meurent parfois sans que personne ne sache leur nom. La France moderne, un pays où le terrorisme a frappé 100 fois en 20 ans. Où chaque attaque crée une nouvelle loi et chaque loi crée de nouveaux espions qui doivent protéger sans être vus. Cette histoire commence en 1985 dans une banlieue ordinaire de Lyon où un enfant apprend que le monde est plus dangereux qu'il ne paraît et que quelqu'un doit se tenir dans l'ombre. Ceci est la vérité derrière le silence. Le prix réel d'une vie passée à surveiller sa propre nation pour la protéger d'elle-même. Tu nais en 1985 à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise, le fils unique d'un père professeur d'histoire et d'une mère infirmière. Une famille de classe moyenne qui vote socialiste et croit en la République. Ton père t'apprend très tôt que la France est née dans le sang des révolutions, que la liberté se défend chaque jour, et que certains doivent sacrifier leur tranquillité pour que d'autres dorment en paix. Tu grandis dans les années 90, une époque où la France découvre le terrorisme islamiste avec les attentats du GIA, et où ton père t'explique que la menace ne vient plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. En 1995, quand tu as 10 ans, une bombe explose dans le RER à la station Saint-Michel. 8 morts et 150 blessés. Et tu comprends pour la première fois que ta ville peut devenir un champ de bataille. Ta mère travaille à l'hôpital Lyon-Sud, où arrivent les blessés des attentats. Et elle rentre le soir en silence, incapable de parler de ce qu'elle a vu. Et tu apprends que le silence protège parfois mieux que les mots. Au lycée, tu es un élève brillant, passionné d'histoire et de langue. Tu parles couramment arabe, que tu as appris avec un voisin algérien, et anglais, que ton père t'a enseigné dès l'enfance. En 2001, quand tu as 16 ans, les attentats du 11 septembre changent le monde. Et tu regardes les tours tomber à la télévision en comprenant que ta génération vivra toujours sous cette menace. Ton père te dit ce soir-là que la France aura besoin de jeunes gens intelligents qui comprennent l'ennemi, qui parlent ses langues, qui peuvent se déplacer entre les mondes sans perdre leur loyauté. Tu passes ton baccalauréat avec mention très bien en 2003 et tu choisis Sciences Po Paris, section service public, parce que tu veux servir, mais tu ne sais pas encore comment. À Sciences Po, tu étudies les relations internationales, le droit, les langues orientales, et tu commences à comprendre que le terrorisme n'est pas une aberration, mais une forme de guerre qui demande une nouvelle forme de combattant. En 2005, pendant les émeutes des banlieues, tu vois ta ville brûler pendant 3 semaines. Et tu comprends que la menace ne vient pas seulement du terrorisme, mais de la fracture sociale qui pourrit la République de l'intérieur. Un professeur te parle de la DCRI, la Direction centrale du renseignement intérieur, l'agence qui surveille les menaces sur le territoire français, et il te dit qu'il cherche des profils comme le tien. Tu passes les concours en 2007, 22 ans, des tests psychologiques qui durent 3 jours. Des entretiens où on te demande si tu es prêt à mentir à ta famille pour le reste de ta vie. Tu es accepté en 2008 comme analyste stagiaire et tu signes des documents qui t'interdisent de parler de ton travail à quiconque, même tes parents, sous peine de prison. Les 6 premiers mois, tu apprends à analyser des écoutes téléphoniques, des milliers d'heures de conversation, en arabe, en berbère, où des hommes parlent de djihad, de martyrs. Et tu apprends à reconnaître les vrais dangers parmi les bavardages. Tu apprends que 90% du travail est de l'analyse, assis devant un ordinateur 12 heures par jour, à lire des transcriptions, croiser des données, chercher des patterns dans le chaos. Les premières années, tu surveillais par écoute téléphonique. Maintenant, c'est les réseaux sociaux, Telegram, Signal. Et les suspects évoluent plus vite que les lois qui te donnent le droit de les surveiller. Tu as accès à des bases de données qui contiennent la vie numérique de millions de Français. Et chaque jour, tu dois justifier pourquoi tu as consulté tel ou tel profil. Mais les contrôles sont légers. Tu as vu des collègues se faire renvoyer pour avoir abusé de cet accès, surveiller leur ex-femme ou un voisin. Et tu comprends que le pouvoir corrompt même les plus intègres. Tu reçois des formations chaque année sur les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle qui peut scanner des millions de conversations. Et tu te demandes si bientôt, les machines feront ton travail. Mais tu sais que les machines ne peuvent pas comprendre le contexte, l'ironie, les sous-entendus. Toutes ces choses qui font qu'une conversation banale peut cacher une menace réelle. Ton premier vrai cas est en 2009. Un réseau de jeunes de Toulouse qui discutent d'aller faire le djihad au Pakistan. Et tu passes 3 mois à écouter leurs conversations avant qu'ils soient arrêtés.
Tu comprends que tu n'es pas un policier qui arrête des criminels. Tu es un fantôme qui surveille des ombres. Et ta victoire, c'est quand rien ne se passe, parce que tu as empêché quelque chose avant qu'il arrive. En 2010, tu deviens agent de terrain, ce qui signifie que tu sors du bureau pour faire de la surveillance physique. Suivre des suspects dans la rue, dans le métro, pendant des heures, sans être repéré. Tu apprends à changer d'apparence 5 fois par jour, à te fondre dans n'importe quel environnement, à être invisible, même quand quelqu'un te regarde directement dans les yeux. Ta première filature dure 16 heures, suivre un suspect de Barbès à Aubervilliers. Et tu rentres chez toi les pieds en sang et une migraine qui dure 3 jours, mais le suspect n'a jamais su qu'il était suivi. Tu rencontres Sarah en 2011, une avocate que tu croises dans un café près de Bastille. Et tu lui mens sur ton travail. Tu dis que tu es fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, département administratif. Sarah devient ta petite amie, puis ta fiancée, et tu vis avec le poids constant du mensonge. L'impossibilité de partager ta vraie vie. Les nuits où tu rentres à 3 heures du matin sans pouvoir expliquer pourquoi. En 2012, Mohamed Merah tue 7 personnes à Toulouse et Montauban, et tu es envoyé sur place pour analyser son réseau, ses contacts, comprendre comment un homme seul a pu échapper à toute surveillance. Tu découvres que Merah était connu des services, que son nom était dans les fichiers, mais qu'il y avait trop de noms, trop de suspects, pas assez d'agents pour tous les surveiller 24 heures sur 24. Tu comprends que ton travail est impossible, que tu dois choisir qui surveiller, sachant que chaque choix peut signifier que quelqu'un d'autre commettra un attentat que tu n'as pas pu empêcher. Tu dois parfois laisser des petits criminels continuer leurs activités pour ne pas compromettre une enquête plus importante. Et tu te demandes où est la ligne entre pragmatisme et complicité. Un jour, tu apprends qu'un suspect que tu surveillais depuis 6 mois va passer à l'acte le lendemain. Mais tu ne peux pas l'arrêter avant, car les preuves ne sont pas suffisantes devant un juge. Tu passes cette nuit-là sans dormir, à espérer que tu te trompes. Et quand il est finalement arrêté avec une ceinture d'explosifs, tu ressens un soulagement qui te rend malade. Tu as arrêté de lire les journaux qui parlent de surveillance de masse, d'atteinte aux libertés, parce que tu sais que tu es celui qui écoute, qui surveille, qui envahit la vie privée des gens au nom de leur sécurité. Tu te justifies en te disant que c'est nécessaire, que chaque liberté sacrifiée sauve des vies. Mais la nuit, tu te demandes si tu n'es pas devenu ce que tu combattais. Tu as lu les dossiers de centaines de suspects, tu connais leur vie privée mieux que leur propre famille, leurs secrets, leurs faiblesses, et tu te sens comme un dieu omniscient mais impuissant. Tu te maries avec Sarah en 2013, une cérémonie simple à la mairie du 15e arrondissement. Et tu passes ta nuit de noces à penser à un dossier que tu as laissé au bureau, un suspect qui inquiète tout le monde. En 2014, la DCRI devient la DGSI, un nouveau nom pour les mêmes missions, mais avec plus de moyens après les attentats. Et tu es promu chef d'équipe avec 5 analystes sous tes ordres. Tu apprends à gérer des hommes et des femmes qui craquent sous la pression, qui voient trop d'horreur dans les dossiers, qui divorcent parce qu'ils ne peuvent pas partager leur vie avec leur conjoint. Tu as un collègue, Marc, qui a travaillé sur l'affaire Merah et qui depuis ne parle plus à personne. Il fait son travail mécaniquement et rentre chez lui sans dire au revoir. Une autre collègue, Nadia, d'origine maghrébine, subit des remarques racistes de certains collègues qui doutent de sa loyauté. Et tu ne dis rien, parce que dénoncer, c'est briser la solidarité du groupe. Tu apprends que le service a sa propre culture, ses codes non écrits, ses hiérarchies informelles, et que survivre ici demande autant de politique interne que de compétences professionnelles. Il y a ceux qui font carrière en prenant le crédit du travail des autres, ceux qui survivent en restant invisibles, et ceux qui craquent et disparaissent du jour au lendemain. Tu appartiens à la deuxième catégorie. Tu fais ton travail bien, mais sans éclat. Tu évites les conflits et tu accumules les succès discrets qui ne te valent aucune reconnaissance publique. Les réunions interminables où on débat de stratégie pendant que dehors, des suspects continuent leurs activités, la bureaucratie qui ralentit tout, les budgets qui ne suffisent jamais. Tu as appris à naviguer dans ce système, à rédiger les rapports comme il faut, à dire ce que les supérieurs veulent entendre, tout en faisant ce qui est nécessaire sur le terrain. Janvier 2015, l'attentat contre Charlie Hebdo, 12 morts. Et tu es mobilisé pendant 4 jours sans dormir pour traquer les frères Kouachi qui ont massacré la rédaction. Tu es dans la salle de commandement quand les GIGN les abattent à Damartin. Et tu ressens pas de la joie, mais un vide immense. Parce que 12 personnes sont mortes avant que tu puisses les arrêter. Novembre 2015, les attentats du Bataclan et des Terrasses, 130 morts.
Et tu passes les 3 mois suivants à démanteler le réseau qui a planifié ces massacres à travers toute l'Europe. Tu interroges des suspects, des complices, des gens qui savaient mais n'ont rien dit, et tu apprends que le mal ordinaire existe, que des gens normaux peuvent aider des tueurs par lâcheté ou par idéologie. Sarah te quitte en 2016. Elle dit qu'elle ne peut plus vivre avec un fantôme, avec quelqu'un qui n'est jamais vraiment là, même quand il est physiquement présent. Et tu la laisses partir, parce que tu sais qu'elle a raison. Tu vis seul dans un studio à Montparnasse. Pas de photos sur les murs, pas d'objets personnels. Comme si tu n'existais pas vraiment en dehors de ton travail. Et tu commences à te demander qui tu es sans la DGSI. En 2016, l'attentat de Nice. Un camion dans la foule du 14 juillet. 86 morts. Et tu arrives sur place le lendemain pour les investigations et tu vois les traces encore visibles sur la promenade des Anglais. Tu développes des insomnies chroniques, tu dors 4 heures par nuit. Et quand tu dors, tu rêves des visages des victimes que tu n'as pas pu sauver, des attentats que tu n'as pas pu empêcher. Tu prends des somnifères maintenant? Des médicaments que le médecin du service te prescrit sans poser de questions? Parce qu'il sait que tous les agents en prennent après quelques années. Tu as développé des rituels de sécurité obsessionnels, tu vérifies 3 fois que ta porte est fermée, tu changes de chemin chaque jour pour rentrer chez toi, tu ne t'assois jamais dos à une porte. Tu remarques tout maintenant, les sacs abandonnés dans le métro, les gens qui prient dans les mosquées, les regards suspects. Et tu ne peux plus éteindre cette vigilance, même pendant tes rares moments de repos. Tu as perdu la capacité de faire confiance à qui que ce soit. Chaque nouvelle personne est un suspect potentiel jusqu'à preuve du contraire. Et cette méfiance a tué toute possibilité de relation normale. Le psychologue du service te dit que tu souffres de stress post-traumatique, que beaucoup d'agents dans ton cas prennent des médicaments. Mais tu refuses parce que tu as peur que ça affecte ta concentration. En 2017, tu es promu chef de section antiterrorisme, responsable de 20 agents qui surveillent 300 suspects fichés S. Et tu sais que c'est mathématiquement impossible de tous les surveiller. Tu dois faire des choix chaque jour, concentrer la surveillance sur certains suspects en négligeant d'autres. Et tu vis avec la peur constante que celui que tu as négligé sera le prochain à passer à l'acte. Ton père meurt en 2018 d'un cancer du poumon. Et tu es à son chevet, mais même là, tu penses au dossier urgent qui t'attend au bureau. Et tu réalises que le service a dévoré toute ta capacité à être humain. Aux funérailles, ta mère te demande si ça valait le coup, si le sacrifice de ta vie personnelle a vraiment sauvé des vies. Et tu ne sais pas quoi répondre parce que tu n'as jamais compté. Tu essaies de compter après combien d'attentats déjoués tu as contribué à empêcher et tu arrives à peut-être 15 en 10 ans. Mais tu ne sais pas combien de vies ça représente, parce qu'un attentat empêché ne laisse pas de traces. En 2019, tu infiltres pour la première fois une mosquée radicale à Marseille. Tu te fais passer pour un converti et tu passes 6 mois à prier 5 fois par jour avec des hommes dont certains veulent tuer au nom de Dieu. Tu apprends à mentir si bien que tu ne sais plus quand tu es sincère. À jouer un rôle si longtemps que tu oublies parfois qui tu es vraiment sous le masque. Tu déjoues une cellule qui planifie un attentat contre une synagogue, 10 personnes arrêtées. Et tu ne ressens rien, ni fierté, ni soulagement. Juste de la fatigue et la certitude qu'il y en aura d'autres demain. L'année 2020 arrive avec le Covid. Et pendant que le pays est confiné, toi tu continues à surveiller. Parce que le terrorisme ne s'arrête pas pour une pandémie. Et tu passes des semaines seul dans ton bureau à analyser des milliers de conversations. Tu commences à boire, pas beaucoup, juste un verre de whisky chaque soir pour t'endormir, puis 2, puis 3, et tu réalises que tu deviens comme les vieux agents que tu as vus craquer avant toi. En 2021, Samuel Paty est tué par un terroriste tchétchène devant son collège. Et tu es envoyé enquêter, et tu dois interviewer des témoins qui ont assisté à cette tragédie. Tu rentres chez toi ce soir-là, et tu pleures pour la première fois depuis des années. Pas pour Paty que tu n'as jamais connu, mais pour toi-même. Pour ce que ce métier a fait de toi. Ta mère t'appelle et te supplie d'arrêter, de prendre un autre poste, de vivre une vie normale. Mais tu lui dis que tu ne sais pas faire autre chose, que tu as donné trop d'années pour partir maintenant. En 2022, tu as 37 ans. Tu es chef de département, tu gères 150 agents, et t'es considéré comme un des meilleurs dans ton domaine, mais tu n'as pas d'amis, pas de famille, pas de vie en dehors du service. Tu rencontres parfois d'anciens collègues qui ont quitté le service, qui travaillent dans le privé maintenant, qui ont des enfants et des maisons, et tu ressens de l'envie et du mépris en même temps. Tu regardes les jeunes agents qui arrivent, enthousiastes et idéalistes, et tu vois ton propre visage d'il y a 15 ans.
Et tu sais ce qui les attend, mais tu ne leur dis rien, parce qu'ils doivent l'apprendre eux-mêmes. L'été 2023, tu participes à une opération qui démantèle une cellule qui planifiait un attentat pendant les Jeux Olympiques. 20 arrestations simultanées, la plus grosse opération de ta carrière. Tu es félicité par le ministre de l'Intérieur, tu reçois une décoration que tu ne peux montrer à personne, et tu rentres dans ton appartement vide en te demandant si quelqu'un saura un jour ce que tu as fait. Tu es maintenant considéré pour un poste de sous-directeur, une promotion qui signifie plus de responsabilités, plus de réunions, moins de terrain, et tu ne sais pas si tu veux continuer à monter ou si tu veux juste disparaître. Tu vas chez le médecin pour des douleurs thoraciques et il te dit que c'est du stress, que ton corps est en train de lâcher sous la pression de 20 ans de tension constante. Il te prescrit des anxiolytiques et te conseille de prendre des vacances. Mais tu ne te souviens même pas de ta dernière vraie vacance. Et l'idée de ne rien faire pendant 2 semaines te terrifie. Tu penses parfois à démissionner, à tout quitter, à déménager dans un village où personne ne te connaît. Mais tu sais que tu ne peux pas, parce que les secrets que tu portes te suivront partout. Tu réalises que tu as sacrifié ta vie pour protéger des gens qui ne sauront jamais ton nom, qui ne comprendront jamais ce que tu as abandonné, qui te traiteront peut-être un jour de flic ou d'espion avec mépris. En 2024, un attentat est déjoué grâce à ton travail. Une bombe dans le métro qui aurait tué des dizaines de personnes. Mais personne ne le sait parce que l'information est classifiée. Tu marches dans les rues de Paris et tu vois des gens vivre leur vie normale. Rire, s'embrasser, se plaindre de choses insignifiantes. Et tu les envies et tu les protèges en même temps. Tu comprends que c'est ça ton métier. Être le gardien qu'on ne voit jamais. Celui qui surveille dans l'ombre pour que les autres puissent vivre dans la lumière. L'année 2025 commence, tu as 40 ans maintenant, la moitié de ta vie passée dans les services secrets, et tu ne sais plus qui tu aurais été si tu avais choisi un autre chemin. Tu essayes parfois d'imaginer cette vie alternative, professeur comme ton père, avocat comme tu l'avais envisagé, père de famille dans une banlieue tranquille, mais l'image refuse de se former. Tu réalises que le service t'a formé si profondément que tu ne peux plus concevoir d'exister sans lui, comme un soldat qui ne sait pas vivre en temps de paix. Tu croises parfois dans la rue des gens que tu as fait surveiller, des suspects innocentés. Et tu te demandes s'ils savent que tu as lu leurs messages, écouté leurs conversations, violé leur intimité. Tu portes le poids de tous ces secrets, les tiens et ceux des autres. Et ce poids devient physique avec les années, une tension dans les épaules qui ne part jamais. Tu te demandes parfois si ça valait le coup, si le sacrifice de ton bonheur personnel a vraiment fait une différence. Mais tu continues, parce que c'est tout ce que tu sais faire. Ta mère te demande quand tu vas lui donner des petits-enfants et tu ris jaune. Parce que comment expliques-tu qu'aucune femme ne veut vivre avec un fantôme qui ne peut rien partager? Tu bois maintenant tous les soirs, pas jusqu'à l'ivresse, mais assez pour dormir. Et tu sais que c'est une pente glissante, mais tu t'en fous parce que tout le monde dans le service fait pareil. Les jeunes agents te voient comme un modèle de réussite, un exemple à suivre. Et tu voudrais leur dire de fuir tant qu'ils le peuvent encore, mais tu gardes le silence. Tu penses parfois aux terroristes que tu as fait arrêter, à leurs familles qui les pleurent, et tu te demandes si tu es vraiment différent d'eux, si vous ne croyez pas tous les deux que la fin justifie les moyens. Mais tu chasses vite cette pensée parce qu'elle est dangereuse, parce que le doute peut te tuer dans ce métier. Et tu retournes à ton travail de surveillance et d'analyse. Tu sais qu'elle sera comme les autres années, des menaces à surveiller, des attentats à empêcher, des vies à sauver sans que personne ne te remercie. Tu reçois ton évaluation annuelle, excellent, promotion possible, augmentation de salaire, et tu signes le papier avec la même indifférence que tu as développée pour tout le reste. Tu regardes les photos de tes collègues qui ont une famille, des enfants, une vie en dehors du service, et tu ressens un vide que l'alcool ne peut plus remplir. Tu es convoqué un jour par le directeur qui te demande si tu vas bien, si tu as besoin d'aide. Mais tu dis non parce que avouer la faiblesse dans ce métier, c'est signer ton arrêt de mort professionnel. Une collègue de ton équipe, Sophie, se suicide en 2023. Elle laisse une lettre où elle parle du poids des secrets, de l'impossibilité de vivre normalement. Et personne n'en parle au bureau le lendemain. Tu vas à son enterrement et tu vois sa famille qui ne comprend pas pourquoi elle s'est tuée. Et tu ne peux rien leur dire parce que son travail était classifié, même dans la mort. Tu penses à elle souvent après, tu te demandes si tu vas finir pareil, seul dans un appartement avec une arme de service et personne à qui parler. En 2024, tu infiltres un réseau néo-nazi qui planifie des attaques contre des mosquées. Et tu réalises que la menace n'est plus seulement islamiste, mais vient de partout.
Tu passes 3 mois à côtoyer des hommes qui haïssent avec la même intensité que les djihadistes, juste une haine différente pour des cibles différentes. Et tu comprends que tu dois surveiller toute la France contre elle-même. Tu déjoues leur plan 2 jours avant l'exécution, 8 arrestations, et tu lis dans les journaux que c'est un coup de chance. Et tu laisses courir, parce que la vérité est trop compliquée pour le public. Tu continues donc jour après jour à surveiller, analyser, prévenir, dans l'ombre et le silence, parce que c'est ce que tu as choisi il y a 20 ans et qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Tu sais que tu finiras probablement seul, sans famille, avec juste une médaille secrète et des souvenirs que tu ne peux partager avec personne. Mais tu sais aussi que grâce à toi et des milliers comme toi, des gens dorment en paix cette nuit. Des enfants vont à l'école en sécurité. Des gens vivent leur vie normale, sans savoir qu'ils ont failli mourir. Et c'est peut-être suffisant, peut-être pas. Mais c'est le marché que tu as conclu avec toi-même le jour où tu as signé ton engagement. Et tu le respecteras jusqu'au bout. Ceci est la vérité sur les gardiens de l'ombre. Ils renoncent à leur vie pour que tu puisses vivre la tienne. Ils n'ont pas de nom, pas de gloire. Juste le silence et le poids des secrets qu'ils portent jusqu'à la mort.